Alors durant les derniers siècles de son histoire, c'est-à-dire vers les 3e, 4e et même 5e siècles, l'Empire romain est confronté, donc à partir de cette période en particulier, à des mouvements de population, à l'arrivée de nouvelles populations issues majoritairement d'Europe centrale et d'Asie, qui donc vont franchir le limès germanique, c'est-à-dire cette frontière que l'on a à l'est de l'Europe au niveau du Rhin, et donc s'installer dans l'Empire, sur les terres de l'Empire romain. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, l'image que l'on avait de ces populations était une image assez négative, puisque les seules sources dont on disposait étaient des sources écrites, sources archivistiques, écrites souvent par des élites religieuses ou non, qui donnaient donc une image assez catastrophiste de ces invasions. L'archéologie, et en particulier les fouilles préventives de ces 10-20 dernières années, ont multiplié les découvertes à la fois de nécropoles de ces périodes du premier Moyen-Âge, donc à la fois des nécropoles, mais également donc, des habitats. Donc on a pu avoir un nombre de sites extrêmement important, puisqu'on a plusieurs centaines, on dépasse même les milliers. Grâce à ces fouilles, on va pouvoir avoir une lecture beaucoup plus précise de cette histoire du premier Moyen-Âge, et en particulier de cette période donc, de transition entre l'Antiquité tardive et le premier Moyen-Âge, notamment les 5e, 6e, 7e siècles. Alors en fait, ces grandes invasions que l'on appelait donc, dans les textes anciens les invasions barbares, est appelé barbare tout simplement parce qu'il faut savoir que ce mot est à l'origine d'un mot grec, qui désigne en fait l'étranger, ou plus précisément celui qui ne parle pas la même langue. Et ce sont ces populations donc, qui étaient visées par cette désignation. Or, aujourd'hui, grâce à l'archéologie et grâce à une relecture un peu des sources historiques, on se rend compte que cette vision de population déferlant sous forme de raids massifs dans l'Empire romain et prenant possession de toutes les terres et remplaçant une population autochtone est complètement obsolète, et qu'au contraire, on est face à des migrations et à des mouvements de population beaucoup plus progressifs, ce qui a appelé en fait les historiens et les archéologues à désigner maintenant non plus ce phénomène comme les grandes invasions barbares, mais plutôt comme les grandes migrations. Ce que les fouilles mettent en évidence pour ces périodes, si on prend dans un premier temps les tombes par exemple, effectivement, ce qui est clair, c'est que toutes les nécropoles que l'on a pu fouiller de cette période ne semblent pas aller dans le sens toujours de ces fameux raids massifs et de violence, puisque finalement les traces de violence que l'on pourrait observer sur les ossements par exemple, ne sont finalement pas très importantes. On en trouve bien sûr, mais pas plus qu'à l'époque romaine. L'Empire romain s'est quand même aussi construit sur la violence et les civilisations qui vont venir après aussi. Donc on n'a pas de traces en tout cas caractéristiques massives. Donc première chose. Ensuite, on a au contraire plutôt l'impression que finalement ces populations qui arrivent, ces nouveaux arrivants, populations germaniques et autres, s'intègrent relativement vite au sein des populations autochtones. Par exemple, au niveau des cimetières, au niveau des nécropoles, on remarque que si dans un premier temps on peut observer des groupes qui se démarquent un peu de la nécropole principale, on va dire de la nécropole locale, c'est le cas par exemple à Angers-Saint-Lô lors de la construction de la gare, sur un site du IVe siècle notamment. C'est le cas également sur le site de la Gravette à l'Isle-Jourdain dans le Gers, donc on est complètement ailleurs. Eh bien, on voit effectivement se mettre en place des groupes au sein d'une autre nécropole ou en périphérie d'une nécropole, de quelques groupes qui présentent des différences notables, c'est-à-dire que ces petits groupes donc germaniques, si je prends par exemple le cas du site de l'île Jourdain dans le Gers, eh bien, on va voir apparaître un groupe qui va livrer un mobilier, c'est-à-dire par mobilier on entend les objets, tout ce qui est déposé dans la tombe. On va découvrir des parures, des tombes en armes, donc un matériel, des caractéristiques d'habillement qui vont nous permettre d'identifier ces populations comme étant, dans le cas de l'île Jourdain, comme étant franques.
ce matériel est vraiment très caractéristique. Ça peut apparaître dans les armes, ça peut apparaître aussi au niveau de l'habillement, par exemple, des populations. Et donc dans ce cas précis, la nécropole, je pense, au groupe est datée entre 510 et 550. Eh bien, au-delà de 550, on ne voit plus du tout apparaître donc cette distinction qui représente plusieurs dizaines de tombes, mais on a l'impression qu'en fait tout le monde est inhumé ensemble dans la nécropole communautaire. C'est-à-dire qu'on a au bout d'une génération, on a une intégration visiblement donc, de ces populations migrantes également au sein de la nécropole. Dans d'autres cas, comme à Angers-Saint-Lô, ce sont plutôt des traces également à partir donc, du matériel, notamment des fibules en argent de tradition plutôt orientale, qui sont le signe du passage d'une population. Dans ce cas-ci, on est au IVe siècle, on est plutôt sur une population armée, donc ce sont peut-être des fédérés goths qui se sont arrêtés à ce moment-là, en tout cas avec leurs familles, qui ont été inhumés à cet endroit. Alors donc cette intégration finalement apparaît assez rapidement dans les tombes, c'est-à-dire qu'on se démarque, mais on intègre très très vite les modes, les pratiques en tout cas locales. La recherche également du christianisme a été observée bien sûr à travers les tombes. Et là de nouveau on remarque l'archéologie met en évidence un décalage, c'est-à-dire que alors qu'on pensait que la Gaule était chrétienne au IVe siècle, puisque c'est le christianisme est religion d'État à la fin du IVe siècle, eh bien on remarque que des pratiques païennes vont subsister très longtemps, et notamment le dépôt d'offrandes dans les tombes, les sépultures habillées, le dépôt des armes, le dépôt des vases ou des habillements dans les tombes, eh bien, ça se pratique très largement durant le VIe siècle, durant le VIIe siècle, voire même jusqu'au début du VIIIe siècle dans certains secteurs. Donc on relativise un petit peu ces choses, et surtout on voit qu'effectivement cette christianisation met du temps à s'installer. Elle va être dynamisée bien sûr par l'arrivée des moines et par les développements des monastères, mais on remarque un décalage assez important entre la ville et la campagne.